ça, il faudrait que je sois candidat à l'élection présidentielle. Je sais qu'il y en a qui passent ici, mais ça fera un plus. Pas sûr que ça soit la meilleure solution. Merci pour l'invitation. Moi, je dois vous dire que je ne sais pas trop comment rentrer dans ce débat. Parce qu'en fait, alors d'abord, je remercie Madame Ferré du GISTI parce qu'elle a donné objectivement un état des lieux très objectif de la situation au regard du droit français et des débats qui agitent ce pays sur les questions du droit de séjour, de l'immigration. Et je pense qu'on ne peut pas déconnecter cette problématique des sans-papiers, des travailleurs immigrés, de la problématique plus large que vous abordez dans le cadre de ces universités, de la lutte contre le racisme et les discriminations. Parce que je pense que... Alors d'abord, un point quand même, pour ceux qui suivent ces débats depuis longtemps, ce qui est mon cas, parce que moi ça fait plus de 20 ans et que mon premier engagement était dans une organisation antiraciste, donc j'ai toujours été investi sur ces questions, bien avant d'être élu, j'étais militant associatif. Et de constater quand même les reculs permanents et l'offensive idéologique et politique sans précédent qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle même plus des sans-papiers. Cette question a été elle-même submergée par la question des réfugiés et des nouvelles migrations liées à la guerre en Syrie, en Libye, dans la Corne de l'Afrique et dans tout un tas de régions du monde où les populations fuient la famine, la guerre pour venir, pas d'ailleurs qu'en Europe, il ne faut jamais oublier que le pays qui accueille le plus de réfugiés aujourd'hui c'est la Turquie. Il y a un débat sur la Turquie est-elle en Europe, c'est pas le sujet, mais je veux dire, voilà, la question aujourd'hui des sans-papiers, elle est quasiment disparue de l'écran radar. Elle reviendra, hein. Elle a été présente à des moments donnés, 1996, les combats du collectif autour d'église Saint-Bernard, il y a des moments symboliques. Mais objectivement, et même avant d'ailleurs que la question des réfugiés submerge cette question, elle avait disparu. On a fait une circulaire, il y a une circulaire Valls au début de ce quinquennat, et en fait, c'est un peu un solde de tout compte, légèrement agrémenté d'une évolution, une tentative d'évolution, de faire évoluer le droit vers moins de précarité par rapport à ce que vous avez dit, mais qui reste aujourd'hui à faire ses preuves. Et je constate aussi effectivement le recul de la délivrance des cartes de 10 ans et globalement le recul ou le blocage des institutions par rapport à tout ce qui est, mais qui aussi gagne une grande complexité. Hein. Vous l'avez très bien décrit, plus le droit est complexe, plus il est difficile à mettre en œuvre, et en particulier quand on s'adresse à des populations qui ne sont pas forcément francophones, qui sont dans une situation de précarité, on les éloigne mécaniquement de leurs droits en ayant multiplié. Mais après, il faut reprendre... Après, je ne vais pas être trop long, mais je vais juste essayer de vous donner un élément de contexte politique, parce que finalement, le droit, c'est aussi le fruit d'un rapport de force politique. Et vous l'avez très bien décrit, je pense que le tournant, c'est 1993. Et depuis 25 ans en France, une question qui, au fond, est une question pas secondaire, parce que c'est des êtres humains et c'est des situations humaines difficiles qu'on connaît tous, surtout quand on est investi sur ces sujets depuis longtemps. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est comment ça se fait que dans un grand pays comme la France, 65 millions d'habitants, dans un continent le plus riche, malgré tout, du monde, par rapport, toutes choses égales par ailleurs, il y a des pauvres en France, il y a des difficultés en France, mais enfin, à l'échelle du monde, nous sommes un continent, un pays riche dans un continent riche. Comment se peut-il que depuis 20 ans, on soit à ce point obsédé dans le débat politique, qu'on fasse tourner quasiment en boucle, et sous une forme multiple, la question des étrangers comme étant le problème majeur du pays, le problème qui menace alors bon, l'identité, l'économie, enfin, après on a tout, hein, on a tout. Tantôt c'est l'identité, parfois c'est l'économie, souvent c'est les deux. Et donc, ça fait 20 ans maintenant que le débat politique en France tourne
autour de cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'étrangers? D'où ils viennent? Est-ce que c'est pas problématique que maintenant il y a plus de musulmans? Ce qui est d'ailleurs même pas tout à fait vrai, mais enfin c'est pas grave. Tout est dit et son contraire. Donc, est-ce que c'est pas problématique qu'ils soient plutôt africains qu'avant maghrébins? Quand même, c'était vachement mieux quand ils étaient portugais et espagnols, et polonais encore avant. Enfin, moi, je peux vous livrer les 20 années d'ineptie, de une hebdomadaire, de débats sur les chaînes, dans les campagnes électorales, maintenant dans les primaires. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu un bout du débat, ils ont passé la moitié de leur temps là-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quand même 5,5 millions de chômeurs en France, 3,5 millions dans la catégorie A, qu'il y avait des sujets quand même majeurs à traiter. Bon, mais non, ce qui était question, c'est faut-il interdire le regroupement familial? Comment est-ce qu'on peut réduire encore le nombre d'entrées? Comment est-ce qu'on peut plus expulser, mieux expulser, expulser par charter, par bateau, par je ne sais quoi? Enfin voilà. Moi je vous dis franchement, j'en peux plus. Je sature là. Donc, après, bon, on peut à titre individuel et collectivement, dans son mandat élu, quand on est élu, dans son mandat associatif, dans son mandat essayer de se bagarrer. Moi je l'ai fait à travers une mission parlementaire, en prenant la question que je pensais un peu plus consensuelle des vieux migrants, en me disant bon, on va pas pouvoir régler tous les problèmes, mais si au moins on pouvait faire quelque chose pour eux, qui sont les plus précaires des précaires, qui sont les plus, je veux dire, éloignés parfois de leurs droits, etc. Bon, on a réussi à avoir des micro-avancées, hein, je veux pas, mais je n'ose pas en parler parce que franchement, on est quand même loin de ce qu'il faudrait faire. Et je termine là-dessus parce que je pourrais en parler, j'ai plein de choses à dire. Moi, je suis très inquiet. Voilà, je suis très inquiet sur l'état de la société française, l'état de nos institutions, la vision du monde qui est colportée aujourd'hui dans le discours dominant. Parce qu'en 20 ans, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est passé d'une logique quand même où les discours racistes et xénophobes étaient stigmatisés comme tels, marginaux dans l'espace public, peu présents à la télévision, dans les journaux, et maintenant, n'importe quel type qui s'appelle Zemmour, De Villiers, ou même des écrivains, associe islam, immigration, etc., ils font un tabac. Ils ont droit à tous les plateaux, ils font Bourdin le matin, ils font etc. Et ils développent leur thèse sur l'invasion. Le problème, c'est tantôt c'est la religion, tantôt c'est l'immigration. En général, c'est les deux, on mélange tout. Et on n'a plus la possibilité de faire entendre de l'objectivité sur la réalité des situations vécues, notamment par les étrangers dans notre pays, qui sont des situations qui sont peu enviables dans la majorité des cas. Et je peux en parler. Et donc, comment on fait politiquement pour mener une bataille et essayer de commencer à renverser un peu les choses, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce discours-là, il progresse. Et malheureusement, et c'est là mon côté, je suis pourtant un optimiste par nature, mais malheureusement, je me dis, probablement l'année prochaine, on aura le Front National qui sera à un niveau historique et présent au deuxième tour, et ma famille politique, la gauche, éliminée, face à un autre candidat qui sera celui de la droite, qui là aussi, même la droite républicaine, a beaucoup abandonné son discours humaniste, l'hospitalité, même l'asile, quoi. Enfin, on aurait pu penser l'asile quand même, bon, c'est pas... Non, même là-dessus, il n'y a plus de discours humaniste, c'est juste une question de chiffres, de gens à renvoyer le plus vite possible, qui nous envahissent, etc. Alors même qu'on est un des pays en Europe qui accueille le moins de réfugiés. D'ailleurs, je les comprends. Pourquoi rester dans un pays où il va falloir attendre peut-être 10 ans pour être régularisé, parfois plus, où le discours ambiant c'est quand même la xénophobie. Alors, évidemment, je mets, dans le côté de la balance, il y a aussi une France qui, et moi je le vis par exemple chez moi, dans ma circonscription, on accueille 3 centres de réfugiés, ou 150 réfugiés. Il y a aussi des gens qui se créent en collectif, des associations sur le terrain qui se battent pour... Ah oui,
Ils sont là, il faut les aider, il faut faire en sorte qu'ils puissent faire leur démarche, etc. L'habillement, l'aliment. Donc il y a aussi des belles choses qui se passent en bas. Mais ce que je veux dire, c'est que en haut, il y a un autre discours qui a progressé, qui aujourd'hui pour moi, et j'en suis affligé parce qu'après 20 ans de combat associatif et politique, pour moi c'est des défaites terribles, je constate qu'on est en train de déplacer les curseurs vers une xénophobie assumée, et peut-être, et je termine là-dessus même si c'est pas très positif, mais ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, moi je n'exclus pas que ça soit l'avenir de la France. Peut-être que ça sera un moment de sursaut républicain et citoyen, mais après. Parce que si on continue, enfin pardon, mais je vais vous donner un chiffre, hein, le Front National en 2002, donc il y a 15 ans, faisait 16%. Ok, aux élections européennes, c'était le premier parti de France, 25%. C'était avant les attentats, avant que la crise des migrants prenne de l'ampleur, et un contexte qui, malheureusement, internationalement, conduit aussi certains de nos concitoyens sur une fausse route. L'Europe n'est plus, à mon avis, aujourd'hui un garde-fou. On est en train d'abaisser aussi, parce qu'à un moment donné, l'Europe permettait, à travers des conventions, des engagements internationaux, de nous protéger en fournissant des anticorps, parfois des législations plus protectrices sur l'asile, sur le droit des étrangers. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est aussi en crise. Et donc, je me dis, au fond, la société française est malade. Certains Français pensent que la xénophobie portée à son plus haut niveau est le remède. Et électoralement, ces idées-là, elles progressent. Elles ont progressé et malheureusement, je pense qu'elles seront au rendez-vous l'année prochaine. Donc, en tant que... je pense qu'il faut aussi se dire ces choses-là, hein, parce que si on ne dit pas ça, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe. Donc, j'ai pas de solution. J'ai pas la solution aujourd'hui. Si ce n'est de repartir, vous voyez, sur les libertés fondamentales, quoi. Voilà, je veux dire, rappeler que, par exemple, on ne peut pas imposer par la loi aux gens de s'habiller d'une manière ou d'une autre. Mais bon, je vous renvoie aussi au débat tragique sur le burkini cet été, quoi. C'est quand même la honte, dans le pays des droits de l'homme, d'en être réduit à ça. Et on subit ça depuis... et là, dans la dernière période, c'est vrai, ça a été un festival. Et je vous dis franchement, je suis un peu angoissé et je ne suis pas très optimiste à court terme. À moyen terme, je pense que la France, dans son histoire, elle a connu des hauts et des bas, elle a déjà connu les travers de... Ça remonte un peu, mais bon, elle a connu des heures sombres aussi et une xénophobie d'État. Bon, après, il y a eu des ressaisissements, il y a eu un sursaut. Peut-être que c'est pas une fatalité, mais aujourd'hui, moi je suis très inquiet, et très combatif néanmoins, mais très inquiet.